RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et ce matin, les négociations ont tourné court au SMGEAG. L'absence du président Francisque en déplacement en Hexagone et la nomination d'un fonctionnaire pour négocier, c'est très mal passé au niveau des syndicats. On fait le point avec Denis Diamin, secrétaire FO au syndicat mixte de gestion de l'eau de Guadeloupe. Pour nous monter à grand étonnement moins, nous écrit président ASMAG là qui M. Francis. C'est qui président ASMAG là, nous écrit en recommandé avec d'interruption, recevoir avis là, ça veut dire recevoir. Nous avons monté aujourd'hui là, nous avons trouvé un DGD à la personne de M. Abdokodo, Madame Berton qui va connaître mon là, ça, mais son Madame, je dis, c'est ressources humaines. Alors, M. a dit moi comme ça que voilà, que M. Francis hors du département, il y a un congrès des maires, pas là. Donc nous demandons une délégation. Ils disent nous oui, mais comment c'est dit nous comme ça, une des côtés privé. Alors mais il faut arrêter de faire gérer le monde. En part j'envoie un fonctionnaire, un syndicat négocier un fonctionnaire, un syndicat qui négocie un élu. D'accord? Et moi, on dit mais c'est comme ça, si c'est comme ça au bâti, en tant que moi à ça, mais il faut que la population la sache, que c'est ménager qu'on est là, que c'est un bateau Yves, qu'on a dit. Et peut-être aussi c'est parce que c'est faux, hein, parce que vous savez, faux, sont des syndicats minoritaires qui ne pas pour force. Mais moi, je dis que c'était faux, que c'était quel que soit le syndicat là qui était là, nous, notre principe, ce n'est pas nous qui inventer, nous ne pouvons pas parler et fonctionner. Il peut inviter, moi, si tu veux parler de ces points-là, si tu veux parler de ces points-là, qui étaient sur cette plateforme-là, il peut peut-être dire nous comme ça, il peut parler de ces points-là, tu comprends? Mais on ne peut pas négocier avec un administratif. Il faut jamais ça pour côté. Un reportage d'Olivier Félix. Et on enchaîne avec ce colloque international sur le constitutionnalisme numérique organisé par la faculté des Antilles. Ce concept est utilisé dans la recherche dédiée à l'impact de la technologie numérique sur les valeurs et les principes constitutionnels. Avec une utilisation quasi permanente des réseaux sociaux, des questions de protection des libertés et de la vie privée se posent également, tout comme les menaces que constituent les géants du numérique comme Apple ou Google qui savent littéralement tout de vous. Regardez. Le sujet, c'est le constitutionnalisme numérique. C'est un terme qui peut paraître un petit peu complexe pour la majorité des citoyens, mais c'est un sujet qui est extrêmement important puisqu'il touche à Internet, au numérique qui est finalement central dans nos vies. Et à travers ce colloque, nous étudions comment le droit, les règles de droit vont réagir face à ce phénomène qui est à la fois mondial, mais qui est totalement nouveau et qui bouscule notre quotidien également. Et donc voilà, c'est différents éléments et notamment la place des acteurs privés, les fameux GAFAM, Google, Apple, Microsoft, tous les réseaux sociaux qui sont notre quotidien aujourd'hui, et bien comment le droit va protéger les libertés, garantir la séparation des pouvoirs face aux menaces que ces acteurs privés du numérique peuvent représenter. L'Université des Antilles peut être très fière en fait d'accueillir en son sein, maintenant qu'elle est rentrée dans le classement de Shanghai, un colloque international. Un colloque international avec des intervenants donc de France hexagonale, des intervenants de Guadeloupe, mais également des intervenants qui viennent d'Irlande, d'Italie, du Canada, et je dois encore en oublier un. Et donc c'est un colloque international qui en plus a lieu en langue française, principalement, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, étant donné que comme chacun le sait, l'anglais est devenu la lingua franca, mais donc l'Université des Antilles peut s'enorgueillir d'accueillir aujourd'hui ce colloque international. Des images signées Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Gérard Bossu, député grand maître de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Bonsoir, monsieur Bossu. Bonsoir. Alors, l'Alliance qui organise justement ce samedi 18 novembre à la Cité des Métiers une conférence sur les activités effectivement de cette loge. Divers thématiques y seront abordées, dont effectivement
ce à quoi sert tout simplement la franc-maçonnerie, une question que je vais vous poser d'ailleurs directement, sachant que y a un flou qui règne autour effectivement de la franc-maçonnerie. On voit qu'il y a des opérations de communication qui sont plus fréquentes depuis quelques années, mais pour beaucoup de personnes, ça reste quand même un mythe. Pour eux, ça n'existe littéralement pas. Alors, quel est l'intérêt justement des loges franc-maçonniques ? L'intérêt des loges franc-maçonniques, c'est de proposer à tout homme ou toute femme, puisqu'il y a des loges féminines également, de prendre le temps de réfléchir, d'échanger avec d'autres personnes, de préférence des francs-maçons, qui ont l'habitude de ces échanges et surtout de l'écoute. Et je pense que s'il y a à nouveau de plus en plus de contacts que nous souhaitons prendre, c'est parce qu'on est dans une société de plus en plus unilatérale, où il n'y a plus de discussion. Les médias sont de plus en plus nombreux, les modalités d'échange de plus en plus grandes, mais malgré ça, il y a de moins en moins de contacts et d'échanges libres entre les individus. C'est ce que propose la franc-maçonnerie. On sent effectivement que le monde semble un peu divisé en deux camps. On voit tout blanc ou bien on voit tout noir. Il manque un peu de nuance maintenant dans les échanges. Voilà, absolument. Et cette nuance... Et si elle n'existe pas, c'est qu'il y a une méconnaissance d'abord de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait mieux en parler au niveau des principes et puis que chacun se fasse une opinion. Mais on sait très bien que sur un sujet qui n'est pas connu, il y a toujours une peur derrière ou une suspicion et elle n'a pas lieu d'être du tout puisque la franc-maçonnerie depuis le XVIIe siècle fonctionne d'une manière tout à fait harmonieuse. Mais vous suscitez quand même une certaine appréhension, une certaine crainte. Oui. Quand on parle de franc-maçon, à la limite, bon, on hésite. Il y a beaucoup d'hésitation à parler, à parler de vous. Pourquoi une telle peur autour de ce milieu qui, techniquement, est voué à l'échange, à faire progresser techniquement la société ? Oui. Alors, c'est une situation qui est très particulière à la France et qu'on ne retrouve pas, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres régions, beaucoup plus libérales et où la culture, j'allais dire anglo-saxonne, rend plutôt l'appartenance à la franc-maçonnerie comme étant quelque chose, comme un diplôme ou une fierté. Aux États-Unis, c'est tout à fait courant de voir défiler des francs-maçons. En France, notamment, la difficulté vient, je crois, des persécutions, purement et simplement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. On parlait d'un complot judéo-maçonnique. Exact. Ça correspond en fait à, d'une part, donc, à une méconnaissance et d'autre part à une situation politique plutôt, j'allais dire, dirigiste, pour pas dire dictatoriale, qui fait que on peut imaginer qu'un dictateur n'a pas envie d'avoir en face de lui des gens qui parlent librement. Voilà. Mais on a par exemple la sortie du président de la République dernièrement, Emmanuel Macron, qui à la Grande Loge, au Grand Orient de France. Au Grand Orient de France justement, oui. Qui disait que à s'attaquer justement à la communauté juive, c'est s'attaquer également à la franc-maçonnerie. Absolument. Donc ça conforte un peu aussi les idées du complot judéo-maçonnique. Tout à fait. Je pense que le président de la République n'a pas une très bonne connaissance du sujet. En revanche, il est très attentif, je pense, à l'espace public et à ce que peut-être les uns et les autres peuvent apporter, même si en ce qui concerne notre obédience, comme toutes les obédiences spiritualistes, c'est-à-dire qui sont dans une démarche de réflexion individuelle, nous ne faisons pas du tout de sociétal, nous n'avons pas de discussion politique, ni de discussion religieuse entre nous, parce qu'on considère que ce sont les deux sujets qui éventuellement peuvent amener quelques conflits. Or, nous sommes contre ces conflits qui sont généralement vides de sens. C'est vrai que chaque obédience a un peu les thématiques qu'il traite. Ça peut être de la spiritualité, ça peut être sur des problématiques de société. Donc, il faut bien scinder chaque obédience, puisqu'elles n'ont pas les mêmes attributions. Elles ne fonctionnent pas non plus de la même façon. Mais par contre, il y a l'image qu'on a effectivement de la franc-maçonnerie. Malheureusement, vous avez fait aussi la une des journaux par rapport à la loge Athanor, qui... a beaucoup, enfin en termes de trafic d'influence, a beaucoup... Je l'ai vécu de près, donc je pourrais en parler longuement. Mais en deux mots, simplement, vous savez, la naïveté, elle peut arriver partout, dans tous les systèmes ou dans toutes les associations. Vous pouvez avoir à un moment donné des gens un peu mythomanes. Et là, il se trouve que des policiers ont fait croire à des membres d'une loge dont ils étaient proches qu'il y avait une action à mener sur le plan de la DGSE
pour sauver en quelque sorte la France d'une femme espion, alors qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre Exact. deux personnes. C'est une catastrophe. Je peux vous dire que du jour au lendemain, la loge a été fermée, que les frères de bonne foi qui existaient dans cette loge ont trouvé d'autres loges pour se réunir. Et bien entendu, on a écarté immédiatement ces personnes qui n'avaient rien à faire chez nous. Quel que soit, on verra ce que donnera le jugement, quelle est leur part de naïveté, leur part de responsabilité criminelle, mais en tout cas, c'est sûr que c'est inacceptable. Mais il ne faut pas pour autant croire que c'est propre à la franc-maçonnerie. Des erreurs, il y en a partout, des comportements inadmissibles, il y en a partout, et on ne peut pas toujours les ressentir, puisque même les services de la DGSE ne l'ont pas remarqué de même au même moment. Donc voilà, j'allais dire un point partout. Alors effectivement, on ne va pas jeter l'opprobre sur toute la franc-maçonnerie Ouais. par rapport aux actions d'une loge en particulier. Donc plus d'opérations de communication pour un peu, pas désacraliser, mais un peu lever le voile un peu sur vos activités. Alors, il n'y avait aucune raison de mettre un voile sur nos activités. D'ailleurs, on trouve tout maintenant en librairie sur la franc-maçonnerie. Mais c'est aussi parce que on voit bien que dans des comportements qui sont de plus en plus violents, où finalement la parole devient très accessoire, ou même parfois elle ne s'exprime pas du tout, ce sont que des actes de violence, peut-être que parler, c'est une bonne chose. Parler à l'autre, c'est une manière de retrouver une espèce d'humanité qui aurait tendance un petit peu à partir. En plus, c'est un langage que nous utilisons qui est un langage symbolique, c'est-à-dire que chacun, à travers les symboles, trouve l'interprétation qu'il veut d'une réflexion qui est personnelle et qui est spirituelle, puisque on constate aussi qu'avec les évolutions fantastiques de la science, non seulement on en sait de plus en plus sur l'univers ou les multivers, puisqu'il y en a peut-être plusieurs, mais il y a toujours les mêmes inconnus sur des règles de base de la nature qui nous échappent et que nous ne respectons pas, malheureusement trop souvent, quand on voit les problèmes sur le plan climatique que l'on rencontre. Là encore, ce n'est pas notre rôle de les régler, nous n'avons pas les réponses à ces domaines, mais je pense que l'homme doit se rappeler qu'il est dans la nature, un des éléments de la nature, et peut-être le plus fragile, donc qu'il en prenne conscience. Avec beaucoup d'humilité, parce qu'il devrait avoir Exactement. beaucoup d'humilité. On se prend pour les dominants, effectivement, de ce monde, mais on n'en est qu'une infime composante. Vous l'avez dit, vous faites partie d'une loge qui travaille plus sur la spiritualité. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un problème dans le monde occidental, justement, à faire cohabiter évolution scientifique et spiritualité ? Parce qu'on les met en opposition depuis des siècles. Vous posez la bonne question, et quand on fait un rapide retour sur l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a une fracture entre toute une construction religieuse extrêmement respectable et intéressante, et puis les découvertes de la science qui vont amener la révolution copernicienne avec la compréhension que la Terre tourne et qu'elle n'est pas plate. Mais si vous remarquez qu'actuellement, il y a des personnes qui essayent de dire que la Terre est plate. Et il y a des platistes toujours, Oui, effectivement. absolument. Le débat Donc, fait encore rage Oui, absolument. à ce niveau-là. On Voilà. aurait pu penser que c'était une affaire classée, mais Exactement. pas du tout. Donc c'est là le problème, si vous voulez, c'est que la religion s'est trouvée par moments en décalage, disons, pour pas être plus négatif, avec les découvertes de la science, n'a pas forcément su s'adapter, et la science elle-même a cru qu'elle réglait tous les problèmes. Et je crois qu'il faut plutôt essayer de rapprocher les deux. On a besoin de spiritualité et on a besoin d'aller vers l'autre, parce que finalement, c'est ça notre objectif, et savoir ce qu'est notre avenir. Il est assez difficile à décrire ces temps-ci. Voilà, mais peut-être qu'il faut remettre avec humilité de l'optimisme et de l'espérance, parce que ça aussi c'est important. Un monde désespéré est un monde qui va au chaos. Donc, Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre justement cette direction au vu de l'actualité internationale ? On peut le craindre, et c'est peut-être pour ça que, et si on parlait d'humanisme, avec tous, avec les jeunes, et avec de plus en plus jeunes, pour leur donner une espérance et qu'ils sachent qu'ils ont une possibilité de grandir dans un monde qui, sur le plan technique, leur apporte de plus en plus de possibilités. Alors on en revient effectivement à cette conférence de ce samedi 18 à la Cité des Métiers au Rézé. On a parlé donc du rôle du franc-maçon effectivement dans la société, quelle que soit son obédience, mais
quand on s'engage, effectivement, on signe un contrat. On ne rentre pas dans une loge comme on rentre dans un moulin. On signe un contrat avec ses frères, finalement. Donc, quel engagement doit-on être prêt à accepter quand on rentre en franc-maçonnerie? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le terme de contrat, ni le fait qu'on rentre dans une formule de société, puisque au contraire, justement, on se place sur un terrain qui est celui de l'intime. C'est-à-dire que chaque franc-maçon va avoir son propre développement personnel, je le disais tout à l'heure à travers les symboles, à travers ce qu'on appelle une initiation. Il faut toujours s'initier à quelque chose. On n'a pas les connaissances toutes faites, et moi-même je ne les ai toujours pas non plus, et je ne prétends pas les avoir. Mais il faut savoir qu'en franc-maçonnerie, on ne proposera à une personne d'y venir que si on sent qu'elle a une démarche de recherche personnelle. C'est ça qu'on lui demande, et on ne lui demande rien d'autre. Pour être très clair, on cherche des hommes ou des femmes qui sont bons et qui ont envie d'être meilleurs. Voilà le but. Alors, on n'y rentre que quand un certain nombre de démarches ont prouvé en quelque sorte que c'était bien le sens de leur demande. Mais si la personne se rend compte que ça ne correspond pas à son souhait, ou si nous-mêmes nous devions sentir que sa démarche n'était peut-être pas aussi bienveillante, on lui propose de repartir très rapidement. Il y a aucune donc on peut être initié, mais invité à prendre la porte? C'est généralement, on essaie d'expliquer que la voie n'était peut-être pas la bonne, mais c'est rare. C'est plutôt la personne d'elle-même qui sent qu'elle a éventuellement un certain malaise par rapport à cette humilité, cette bienveillance et cette fraternité qu'on lui propose. Donc, si elle n'y voit pas sa recherche personnelle, c'est sûr qu'elle n'y reste pas. Est-ce qu'il y a une omerta qui règne au sein de la franc-maçonnerie? Je ne vois pas dans quel sens vous voyez le mot omerta. Par exemple, on sait qu'il y a l'initiation, mais il y a différents degrés d'initiation. Oui. Est-ce qu'à partir de certains degrés d'initiation, il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer, qu'on est dans l'obligation de garder pour soi? Comme un peu, entre guillemets, les secrets de l'univers. Voilà. Alors, pas du tout. Soyons très clairs. Il ne peut pas y avoir de secret puisque tout est accessible sur YouTube ou dans les journaux ou dans les livres. Vous avez accès à tout. Je suis même abonné à des Instagram de loges franc-maçonniques pour dire j'aime bien m'intéresser un peu à tout. Donc je suis abonné à des Instagram de frères de loge justement qui présentent les tenues, qui présentent les symboles, qui font de la pédagogie autour de ce que vous faites. Mais c'est pas des Français. C'est là qu'on voit qu'en France, c'est vrai qu'on a du mal à en parler. Il y a une différence en France. Et puis, lorsque, un candidat, lorsqu'une personne se dit « ça m'intéresse, j'aimerais en connaître plus », si je lui explique ce qu'il va se passer, comment il va être reçu, je lui retire tout l'avantage de cette découverte. Donc, donner au fur et à mesure les informations sur ce que l'on vit progressivement, c'est en fait priver cette personne de sa propre démarche. C'est comme si un universitaire arrivait en première année et on lui donne tout de suite les textes de l'agrégation. Il peut très bien les lire, mais est-ce qu'il va les comprendre ou est-ce qu'il va faire le rapprochement avec une démarche qui est, pour nous, un peu comme si on était chacun une pierre, en quelque sorte, c'est un des symboles qu'on utilise. On a à se perfectionner, on a à s'ajuster par rapport à un ensemble. Ça prend du temps, il faut le faire lentement et, je répète, librement pour chacun en fonction de sa personnalité, de sa culture également. Et ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'omerta, ça c'est sûr et certain. Alors une autre question très importante qui va être abordée lors de cette conférence donc à la Cité des Métiers dès demain, c'est combien ça coûte concrètement? Est-ce qu'il faut être riche pour être franc-maçon? Concrètement? Pas du tout, certainement moins que pour aller dans certains clubs sportifs. Donc pour notre obédience, si vous voulez, la cotisation annuelle est de 110 € par an. Ah, c'est loin de ce qu'on imagine. Oui, absolument. Alors, il y a des obédiences qui demandent des sommes plus importantes parce qu'elles ont aussi des structures éventuellement plus importantes. Il ne s'agit pas de critiquer ou de hiérarchiser, si vous voulez, les uns les autres. Mon propos, vous savez, même si je souhaite plutôt présenter mon obédience, ce n'est pas en allant critiquer les autres. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes plus de 15 000, mais nous avons axé notre démarche sur le bénévolat.
Nous avons très peu de salariés, alors que nous travaillons sur les 5 continents en quelque sorte. Mais d'abord, les systèmes informatiques permettent de faire énormément de choses de manière Quand assez même un réseau de 15 000 économique. personnes, c'est conséquent. Voilà, c'est conséquent, mais avec de bons informaticiens, on arrive à avoir des systèmes d'échange d'informations performants. Donc cela explique une cotisation faible et qui est alors soyons complets, puisque la question est précise, c'est une cotisation nationale de participation à la vie et au développement de l'obédience, puisque c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des loges réunies. Nous avons à peu près 700 pour ces 15 000 membres. Et puis, il y a une cotisation spécifique pour le local utilisé, puisque là, il y a en quelque sorte comme un loyer qui est à payer et qui est à peu près du même ordre. Donc en tout cas, c'est pour le financement des activités, des infrastructures, uniquement, des loges, voilà. Pas pour élaborer des complots. Du tout. Sait-on jamais, je demande. Oui, absolument. Donc disons que 250 € par an, si vous voulez, est à peu près le montant à retenir. Et puis si on va être encore plus dans le détail, généralement une tenue maçonnique, qui est le moment où les frères se réunissent, est suivie d'une ce qu'on appelle l'agape ou les agapes, suivant les rituels, qui est le partage d'un repas, qui est un moment de convivialité, ce qui est également très important pour nous. Et donc, il faut participer à ce repas, mais il n'est pas plus cher que dans un restaurant. Chacun le choisit en fonction de ses possibilités. En tout cas, le rendez-vous est donc donné. Ce sera demain à partir de 18h à la Cité des Métiers au Rézé. Tout le monde peut participer à cette conférence ? Tout le monde peut participer et surtout tout le monde peut poser des questions. Vous en avez posé des très précises. Nous n'avons pas tout abordé, notamment sur les prétendus secrets, mais vous avez esquissé la question. Il n'y en a pas. Il y a simplement une démarche intime que l'on respecte par rapport aux autres francs-maçons qui sont libres de se dévoiler, comme je le fais moi bien volontiers, parce que je suis fier de ce parcours de 35 ans dans ce domaine très intéressant. 35 ans, député grand maître. Voilà. C'est le plus haut niveau ? Non, il y a grand maître au-dessus. Il y a grand maître. Mais ce n'est pas des niveaux, si vous voulez, ce sont des mandats. Dans notre obédience, ce sont des mandats de 3 ans. Et on aime bien aussi cette image lorsque on est responsable soit d'une loge, soit d'une obédience. Lorsqu'on a terminé son mandat, on reprend une place normale avec ses frères et on n'a pas de gloriole ou de maintien d'avantage quelconque. On est un parmi les autres. Merci beaucoup. En tout cas, je le rappelle, Monsieur Gérard Bossu, député grand maître de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on invite les téléspectateurs, effectivement, tous les curieux qui ont des questions. Moi, je vous invite, on n'est pas obligé de partager les idées, mais il faut s'intéresser à tout. Et n'hésitez pas à aller échanger donc avec Monsieur Bossu qui sera présent à la Cité des Métiers au Rézé demain à partir de 18h. Merci encore. Merci. Et Cap Excellence et l'Université des Antilles signent une convention en faveur du développement local et de l'insertion. Un partenariat gagnant-gagnant puisque la collectivité peut bénéficier de l'expertise d'universitaires qui, eux, en contrepartie, ont un job. Regardez. C'est un partenariat qui permet à nos étudiants de master et de doctorants d'être accueillis à Cap Excellence. Ça permet à Cap Excellence de bénéficier de l'expertise de nos chercheurs au sein de nos laboratoires pour travailler sur des projets de territoire, des projets qui sont chers à la collectivité de Cap Excellence. Il s'agira pour nous d'accueillir des étudiants, de faire en sorte de faciliter leur insertion dans une activité professionnelle, mais également pour nous de bénéficier de leur regard nouveau quand on élabore nos dossiers avec un regard neuf et faire en sorte de promouvoir la possibilité pour de jeunes Guadeloupéens par la suite de créer des structures, des pôles d'ingénierie financière, d'ingénierie territoriale, de sorte qu'on puisse avoir les cabinets ressources sur place pour mener les différentes politiques publiques et les équipements qui vont avec la commande publique locale. Il nous paraît évident de pouvoir profiter de l'expertise des doctorants de l'université, mais également d'être
en mesure d'accueillir les étudiants pour qu'ils puissent avoir un territoire d'expertise et d'expérience pour confronter ce qu'ils apprennent sur les bancs de l'université avec la réalité du territoire. C'est un premier pas, je pense, tout simplement, qui est, comme je l'ai dit, au bénéfice des étudiants et puis de Cap Excellence. Mais l'idée, c'est à terme d'avoir des interactions accrues, développées, pour mettre au service de Cap Excellence l'expertise de l'Université des Antilles dans tous les domaines. Nous sommes une université pluridisciplinaire avec santé, donc on peut agir sur énormément de questions qui sont quotidiennes et qui sont importantes pour la collectivité. Résolument tourné vers l'inclusion, le Collège Michelet propose des cours de langue des signes en français, des langues de signes françaises, dès la classe de 6e. Eh bien, une démarche initiée par le conseil départemental et le CERAC qui entendent élargir le dispositif à d'autres établissements. Le reportage. Du projet Le Tour du Silence, donc c'est la prévention au danger du bruit, la sensibilisation au handicap et l'initiation, la découverte à la langue des signes française. Nous sommes un établissement qui s'est tourné vers l'inclusion. Nous avons des élèves qui sont en situation de handicap que nous accueillons déjà en Ulysse et cette inclusion passe par le sport. Donc nous avons une double casquette. D'abord l'inclusion pour les difficultés cognitives, mais en plus, nous aurons l'inclusion grâce au sport, vivre ensemble, collaborer ensemble, travailler ensemble. Et c'est vrai que la prévention à la surdité est une action forte, puisque nous voyons bien, vous avez entendu quand vous étiez dans la cour, comment c'était très très fort. Nous sommes un petit collège, donc les bruits sont concentrés et cette exposition au bruit, il faut qu'ils en soient conscients, qu'ils commencent eux-mêmes à crier moins fort quand ils sont dans la récréation, à parler moins fort et à s'écouter. Donc c'est vraiment très important pour nous de travailler sur l'inclusion des élèves qui ont un besoin particulier. Je trouvais que c'était plutôt intéressant pour se mobiliser par rapport aux personnes qui sont non pas, disons, elles sont différentes de nous, mais qui sont quand même égales à nous dans tous les cas. Dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas qui je peux rencontrer, mais je trouve que les mots qu'on nous a appris, ça peut être bénéfique. Si je rencontre quelqu'un et que la personne, justement, peut se sentir isolée, je peux lui parler, etc. Nous allons prendre contact avec les principaux de tous les collèges du bassin de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Donc les élèves de 6e, donc tous les élèves de 6e auront une sensibilisation et une initiation à la langue des signes française, donc le briser la glace, entre guillemets, pour pouvoir rendre accessible le handicap, que la différence ne fasse pas peur et que quand ils voient quelqu'un de sourd ou de malentendant, ils puissent lui dire bonjour, ça va, et puis un peu briser la glace. Pour nous, il est important aussi de faire de l'inclusion, de permettre aussi à ce que tout élève ayant une problématique de surdité soit mieux compris, mieux perçu par les camarades. Pour nous, au conseil départemental, nous prenons des dispositions pour que chaque collégien puisse bénéficier de cette formation, de cette sensibilisation à la langue des signes. Et aujourd'hui, nous commençons avec la zone Cap Excellence, c'est près de 50 classes, c'est 5 plus 4 plus 2, donc soit quelques collèges qui seront concernés. Et ensuite, nous allons élargir la démarche sur l'ensemble des collèges de la Guadeloupe. L'idée, c'est que dès l'instant qu'un collégien sortira de cette sphère, il aura au moins cette connaissance, il aura appréhendé cette problématique-là, il sera formé pour la vie, puisqu'en fait, comme on dit, nous aurons la langue créole, nous aurons la langue française et désormais, on pourra parler de la langue des signes pour chaque collégien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.